Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Il fut un temps en Lorraine. Aujourd'hui, c'est à Thionville que nous posons nos caméras. Une ville de 42 000 habitants, située entre Metz et le Grand-Duché du Luxembourg. C'est une ville qui est lourdement chargée d'histoire. D'abord rattachée à la dynastie carolingienne, puis au Luxembourg et enfin à l'Espagne, ce n'est qu'en 1659 que Thionville devient française après la signature des traités des Pyrénées sous le règne de Louis XIV. Plus tard, elle deviendra allemande à 2 reprises avant de retrouver la paix et son appartenance à la France. De son histoire mouvementée, en proie à de nombreux sièges et convoitises, Thionville va devenir au fur et à mesure de son histoire une mosaïque d'architecture qui compose aujourd'hui l'identité de son centre-ville. Thionville, d'une architecture à l'autre, c'est le thème que je vous propose de découvrir aujourd'hui sous forme d'une balade historique. Thionville, 1000 ans d'histoire. En observant simplement les murs de la vieille ville, le visiteur se rend compte de la richesse de son patrimoine. La place du marché a toujours été le cœur de la ville. C'est ici que, bien évidemment, se déroulaient les marchés. Ça a été aussi la place centrale pendant la Révolution. Et on peut remarquer derrière nous des arcades qui abritaient d'anciennes boutiques. L'un des principaux vestiges de son passé médiéval, c'est bien sûr la tour aux puces, qui trône fièrement au bord de la rivière de la Moselle. Si aujourd'hui, le lieu semble ouvert et accessible à tous, il s'agissait autrefois d'un château fort. La tour aux puces, qui date du XIe siècle, était en fait le donjon des châteaux des comtes du Luxembourg, placé sous l'autorité du Saint-Empire romain germanique, et cette tour demeure aujourd'hui l'imposant mais unique vestige de ce château fort. À la fin du Xe siècle, au début du XIe siècle, Thionville est devenue une possession des comtes de Luxembourg. C'était la ville la plus au sud du comté, donc c'est devenu bien évidemment une ville essentielle pour la défense du comté. Et on a bâti à cette époque un château dont la tour aux puces et l'ancien donjon, elle date de la fin du XIe siècle. Et petit à petit, ensuite, on a construit des bâtiments vers le XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, des bâtiments à l'intérieur qui donnent cet ensemble architectural assez exceptionnel. En 1239, sous l'autorité du comte Henri V de Luxembourg, dit le Blondel, la vieille ville est dotée d'une charte de franchise qui lui confère des droits particuliers et des privilèges. C'est d'ailleurs pour illustrer cette franchise que les plus riches habitants construisent un bâtiment qui aujourd'hui encore fait la fierté des Thionvillois. Du haut de ses 45 mètres, il trône en plein cœur du centre-ville. Situé juste à côté de la place Anne-Gromerche, anciennement la place du marché, le beffroi surplombe Thionville depuis plus de 700 ans. Alors les origines du beffroi prennent en fait leur source dans la charte de franchise qui est octroyée par les comtes de Luxembourg. Ce beffroi qui rassemblait à la fois la salle du conseil échevinal, donc du conseil communal, ainsi qu'un hospice dédié aux déshérités de la cité. Exceptionnellement, le directeur du patrimoine nous conduit à l'intérieur de cette tour qui a traversé les âges. 132 marches plus haut, et en nous faufilant au travers de ces poutres, nous allons découvrir la Grosse Suzanne, une cloche qui pèse pas moins de 2 tonnes. Le beffroi, c'est la représentation des libertés communales, marquées notamment par un conseil échevinal qui est l'ancêtre de nos conseils municipaux actuels, donc marqué une ville qui s'administrait elle-même avec un maire ou un premier échevin. Et la visite n'est pas finie, un autre lieu insolite nous attend quelques marches plus haut. Nous sommes désormais tout en haut de la tour. D'ici, la vue est imprenable sur les 4 points cardinaux et pendant longtemps, ce point de vue en hauteur, c'était tout l'intérêt de cette bâtisse. Alors on se trouve tout simplement tout en haut du beffroi, dans l'ancien local qui était attribué aux guetteurs de Thionville, qui à un moment donné forcément était là pour surveiller à la fois les incendies qui pouvaient surgir dans la ville, mais aussi une approche ennemie. Il ne faut pas oublier que Thionville a été quand même une ville assez convoitée au cours des siècles. Et un guetteur a vécu dans cet endroit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale environ. Construit au XIIIe siècle, puis remanié à travers les âges, le beffroi est aujourd'hui l'un des plus vieux bâtiments du centre-ville historique de Thionville.
La ville de Thionville est avant tout une terre d'histoire. Dans le centre-ville, chaque ruelle, chaque coin de rue et de nombreux bâtiments sont aujourd'hui les témoins du passé historique très mouvementé de la ville. Devenue propriété bourguignonne en 1461, la ville passe 16 ans plus tard, en 1477, aux mains de la famille des Habsbourg du Saint-Empire romain germanique. Moins d'un siècle plus tard, en 1556, à la mort de Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, la ville devient d'une certaine façon espagnole. Et de cette époque, il reste encore de nombreux bâtiments, on pourrait même dire des rues entières. Au XVe siècle, dans l'enceinte de la cour du château, certaines familles nobles reçoivent l'autorisation de se construire des demeures. Parmi elles, il y a celle des seigneurs de Créange-Pittange. Une très riche famille dont les territoires s'étaleront dans toute la région jusqu'à la Révolution française. Si la disposition originale de cette demeure est aujourd'hui perdue, cette construction du XVIIIe siècle intègre quelques éléments remontant à la construction originale du XVIe siècle. 3 ans après la mort de Charles Quint en 1559, Thionville redevient une possession de l'Espagne après la signature des traités du Cateau-Cambrésis. Les Espagnols ne manqueront pas d'étendre la ville en construisant des rues entières en dehors de l'enceinte fortifiée du château. Une architecture que l'on reconnaît facilement grâce aux tourelles d'escalier. Ici, rue de la Tour, la quasi-totalité de la rue est restée presque inchangée depuis sa construction par les Espagnols. Nous sommes ici dans la rue de la Tour, qui est une rue typique de Thionville, une des plus anciennes rues. On peut remarquer des tourelles escaliers sur les façades. C'est très particulier à Thionville. Ce sont des tourelles escaliers qui datent du XVIe siècle, de la période espagnole, parce qu'à l'époque, Thionville était une ville qui dépendait des Pays-Bas espagnols. Elle n'est redevenue française qu'après le siège de 1643 et officiellement par le traité des Pyrénées en 1659. Au XVIe et au XVIIe siècle, les Espagnols agrandissent donc la ville et la développent également en tant que cité fortifiée. Il s'agissait pour eux d'en faire un rempart afin de protéger la frontière du duché de Luxembourg, rattaché aux Pays-Bas espagnols. Des fortifications qui résisteront un temps aux assauts français, jusqu'en 1643, en pleine guerre de 30 ans, lorsque le prince de Condé, général de l'armée royale française, s'approche de la ville. Avec 40 000 hommes placés sous son commandement, il mène le siège de Thionville à partir du 16 juin 1643. En 3 semaines, il entoure la place forte espagnole de 18 km de tranchées grâce à 15 000 ouvriers. La bataille est terrible, les pertes se comptent par milliers de part et d'autre du champ de bataille. Le 8 août 1643, la ville capitule et Thionville est occupée par les Français. Elle le sera jusqu'au 7 novembre 1659, date à laquelle est signé le traité des Pyrénées entre Louis XIV et Philippe IV d'Espagne. La francisation de la ville sera à la fois progressive et rapide. Après le traité des Pyrénées, 1659, 2 ans après, donc en 1661, Louis XIV impose l'usage de la langue française dans tous les actes écrits. Progressivement, tout va être rédigé donc en français et en 1680, le français prédomine dans tous les documents officiels. Progressivement aussi, la langue va se perdre, surtout par l'apport de populations françaises, administration, militaires, qui vont venir s'installer à Thionville. Et au point qu'en 1735, le curé de Thionville précise dans un texte que les Thionvillois n'entendent plus la langue allemande. Par contre, à l'extérieur, dans les campagnes, la langue germanique est encore utilisée. Thionville se transforme considérablement et se développe. Sous le règne de Louis XIV, la démographie explose et devient une place forte de première importance tout au long du siècle des Lumières. Après la prise de Thionville par les Français, les ingénieurs militaires eurent pour objectif de renforcer les défenses de la ville. Dans un premier temps, ils vont augmenter le périmètre des fortifications avec la construction de 4 bastions. Et ils vont renforcer les bastions qui étaient au bord de Moselle, en les rehaussant et en renforçant aussi toutes les défenses qui sont sur le long de la rivière. À l'été 1673, Louis XIV se rend à Thionville accompagné de son célèbre ingénieur militaire, Sébastien Leprestre de Vauban. Le souverain lui ordonne de développer les fortifications de la ville
une tâche à laquelle l'ingénieur et architecte s'emploiera jusqu'en 1705. La cité intègre donc la ceinture de fer qui défend les frontières du royaume de France. Mais à partir de 1705, le dernier mémoire de Vauban concernant la ville de Thionville est refusé. Et plus tard, en 1746, c'est à l'un de ses anciens disciples qu'est confiée la tâche de terminer la modernisation défensive de la place forte. Ce disciple s'appelle Louis de Cormontaigne. Sous le règne de Louis XV, c'est lui qui sera chargé de bâtir le nouvel ensemble bastionné sur la rive droite de la Moselle. Les travaux s'achèvent en 1752 et font de Thionville l'une des plus importantes places fortes du royaume de France. Au milieu du XVIIIe siècle, Cormontaigne construit un ensemble bastionné immense pour protéger l'entrée de ce pont et donc la rive droite de Thionville. Il va aller jusqu'à faire creuser un canal artificiel qui va être protégé par 2 magnifiques ponts écluses qui sont toujours existants. L'extension de fortification qui était prévue par Cormontaigne devait abriter une population civile afin de désenclaver la ville de Thionville où la population était un peu à l'étroit. Mais son plan ne sera jamais appliqué et finalement ce terrain restera en déshérence durant des années. Une place forte à laquelle au XVIIIe siècle vient également s'ajouter une église. Surplombant les rues de la ville, les beffrois de Saint-Maximin sont aisément reconnaissables. Construite au XVIIIe siècle, cette église de style classique fait aujourd'hui partie du paysage thionvillois et participe au cachet historique du centre-ville. Saint-Maximin est un édifice qui a été construit pour remplacer une ancienne église qui est située juste sur la place d'ailleurs où nous nous trouvons, qui était trop petite pour accueillir la garnison et la population civile de Thionville en ce milieu du XVIIIe siècle lors des grandes fêtes religieuses. Son architecture particulière, composée de ces 2 grandes tours, trouve son origine dans l'histoire militaire de Thionville. Enfermée dans ses remparts, la place dédiée à la construction de cette église est limitée. Alors l'architecte Lebrun et les autorités vont adapter les plans de l'édifice religieux afin de l'inscrire dans l'utilité défensive. On se situe dans une cité fortifiée, dans une place forte, et on manque de terrain tout simplement pour construire une église plus volumineuse que l'ancienne. Et donc premièrement, c'est une église qui n'est pas orientée, comme pouvait l'être l'ancien édifice. Et la deuxième particularité, c'est que forcément, en tant qu'église de place forte, elle se doit d'avoir des tours suffisamment hautes pour servir de tours de guet, suffisamment basses pour éviter d'être trop prise par le feu de l'ennemi, et d'avoir une vaste cave, un vaste souterrain pour pouvoir à la fois entreposer des provisions et aussi protéger la population civile en cas d'attaque. Tour de guet, abri en cas de siège, Saint-Maximin constitue une clé de voûte de la stratégie défensive. Depuis sa construction, l'édifice n'a subi que très peu de modifications. Depuis 260 ans, l'église Saint-Maximin reste l'une des constructions emblématiques de la ville de Thionville. Autre construction emblématique de cette époque, le couvent des Clarisses. Les sœurs Clarisses sont chargées de l'éducation des jeunes filles et demeurent à Thionville jusqu'à la Révolution française. Le couvent des Clarisses, c'était un des 3 couvents de Thionville. Il y avait les Augustins, les Capucins, et c'était le seul couvent féminin qui a été... La mairie a été construite en 1629. Les sœurs Clarisses se sont installées ici et elles sont restées jusqu'à la Révolution. Elles sont chassées par les révolutionnaires qui réquisitionnent le bâtiment. La chapelle deviendra alors le lieu de rassemblement du club des Jacobins. Car ils ne nous voleront pas notre révolution. Le peuple a besoin de nous. On peut imaginer ici les échanges, les cris. D'ailleurs, on a des relations de ces séances très très houleuses. Et au XIXe siècle, c'est devenu un hôpital. Donc les malades c'était une salle où les malades étaient soignés. Et ce n'est qu'en 1898 que ce bâtiment deviendra l'hôtel de ville. De la Révolution française, Thionville conserve un élément exceptionnel qui fait aujourd'hui partie de son patrimoine. Trônant discrètement dans le cœur du centre-ville, place Claude Arnoux, cet obélisque de pierre symbolise le civisme et la nation au lendemain du renversement de la monarchie.
Alors à l'origine, ce monument était au milieu de la place de la Montagne, c'est-à-dire l'actuelle place du Marché. Il a été déplacé en 1810, caché dans le cimetière Saint-François. Il a été redéplacé ensuite pour être posé à l'endroit où il est actuellement. À l'époque de sa construction, il y avait de très nombreux francs-maçons qui étaient dans le conseil municipal. Et ils ont laissé d'ailleurs une trace, puisqu'on a un œil rayonnant qui décore cet obélisque qui est de facture classique, néoclassique. Et c'est eux aussi qui l'ont démonté en 1810 pour le protéger, le cacher. Et à Thionville, difficile d'aborder le sujet de la Révolution française sans revenir sur un homme, un révolutionnaire, dont la maison natale se trouve dans la rue de la Tour. Son nom, Antoine Merlin de Thionville. Nous sommes devant la maison natale d'Antoine Merlin, qui fut le député de Thionville à l'Assemblée législative, donc pendant la Révolution, et qui ensuite a participé à la Convention. Donc c'est un personnage très aimé des Thionvillois et qui s'est distingué aussi un peu plus tard, puisque ce fut un des tombeurs de Robespierre. Les deux hommes se détestaient cordialement. Le siècle des Lumières laisse donc à Thionville de riches indices de son passage, qui, aujourd'hui encore, se dévoilent aux passants les plus curieux et les plus observateurs. Tout au long du siècle des Lumières, la ville va donc se moderniser et se transformer. Après la Révolution française, l'armée blanche et les troupes autrichiennes encerclent la ville de Thionville, mais la ville républicaine tient le coup. Le 19e siècle apportera de nombreux sièges ici. Tout au long du Premier Empire de Napoléon Ier, les troupes coalisées d'Europe tentent à tout prix de faire tomber l'empereur français. À la tête de la ville, en 1814 et 1815, Léopold Hugo, grand général d'Empire, et oui, un nom qu'on connaît bien, Léopold Hugo est le père de Victor Hugo. Et cette ville que Léopold Hugo a si vaillamment défendue durant 2 sièges, Victor Hugo, son fils et l'homme le plus célèbre du 19e siècle, décide de venir la visiter en 1871. C'est d'ailleurs pour cela qu'une statue de Victor Hugo, réalisée par Jean Boucher, se trouve à Thionville. Elle y est depuis 1951. Et justement, quand Victor Hugo arrive pour visiter la ville en 1871, elle est encore détruite par le douloureux siège de 1870, quand la Prusse attaque la France et que l'armée de l'Empire est balayée par les troupes de Guillaume Ier. Au final, la France perd la guerre et une bonne partie de l'Est de la France devient allemand, un pan de l'histoire qui transformera considérablement la ville de Thionville. Tout au long de l'été 1870, la guerre fait rage entre les forces prussiennes et la France de Napoléon III. Les soldats du Second Empire sont rapidement balayés par les troupes de Guillaume Ier de Prusse. Metz tombe le 28 octobre 1870, après la capitulation du maréchal Bazaine. Immédiatement, les Prussiens dirigent une grande partie de leurs forces armées sur Thionville. Le siège démarre le 6 octobre. Le 22 novembre, l'offensive commence. Malgré les fortes pluies, les Allemands parviennent à faire tomber la ville en 2 jours seulement. Les destructions sont importantes, près d'1 tiers de la ville est détruite. Pendant 3 jours, 8600 obus sont tombés sur la ville, détruisant 1 tiers des maisons, le palais du gouverneur, le manège, le toit de l'église Saint-Maximin. Et bien évidemment, la ville a été forcée de capituler bien longtemps après Metz et bien longtemps après la défaite de Sedan. Les Thionvillois avaient quand même tenu la dragée haute pendant plus de 100 jours aux armées ennemies. Après la défaite de la France, Thionville devient allemande et reprend le nom de Diedenhofen. Et dès lors, de grands travaux d'urbanisme sont entrepris. En effet, les Allemands souhaitent mettre en place une germanisation des territoires annexés. Et pour cela, la modernisation de la ville devient une priorité. Les enceintes fortifiées sont détruites par les Allemands au début du XXe siècle, entre 1901 et 1903. Et une nouvelle ville voit le jour en quelques années à peine. L'architecture n'est plus dépendante d'un seul modèle. Du style néo-baroque au néo-gothique, des centaines d'immeubles sont construits et aucun ne se ressemble. En tout, ce sont près de 250 bâtiments qui voient le jour durant la période de l'annexion qui débute en 1870 et qui se terminera en 1918.
Les maisons vont être construites selon des normes très précises, un plan de construction qui s'appelle le Bauordnung, révolutionnaire pour l'époque parce qu'il date de 1902, ce qui va permettre d'obtenir des façades très harmonieuses, même si elles étaient de styles différents. Et surtout, ce sont des constructions extrêmement modernes, avec des dalles béton, avec des beaux windows, avec des fenêtres très grandes pour permettre l'apport de lumière, avec déjà un assainissement tout à fait cohérent. Donc on a une ville moderne qui naît à partir de 1902. Les Allemands vont également accorder à la nature une place importante dans la structuration urbaine des nouveaux quartiers. Une grande importance va être donnée aux espaces verts par l'urbaniste Stüben, d'abord pour bien sûr le plaisir de la population, mais aussi parce que les militaires avaient imposé de laisser le bord de Moselle dégagé afin de pouvoir y installer des canons en cas d'attaque. Et finalement, les Thionvillois ont profité de ces longues promenades pendant des années, et ils en profitent toujours. L'un des plus bels exemples est bien sûr le parc Napoléon, qui s'appelait à l'origine Rosengarten. Il sera renommé du nom de l'empereur français en 1921 à l'occasion du centenaire de sa mort. Dès le début du XXe siècle, ces jardins donnent à la ville une nouvelle dimension, celle d'une ville moderne. Afin de marquer sa puissance, le Reich allemand va aussi mettre beaucoup de son savoir-faire dans la construction d'édifices publics comme le lycée Charlemagne, la poste, la sous-préfecture, plusieurs messes d'officiers qui sont assez remarquables par leur construction, et tout cela afin de montrer l'importance et la puissance de l'Empire allemand. Avec l'annexion allemande, la cité médiévale remaniée au fil des siècles devient une ville moderne qui attire de nombreux habitants, notamment allemands. Pays majoritairement protestants, les autorités germaniques prennent donc la décision de construire un temple protestant toujours visible de nos jours. Militairement, les Allemands construisent également de nombreuses casernes, comme ici la caserne Griesberg, récemment intégrée à une construction d'habitation contemporaine. En dehors du centre-ville, de l'autre côté du pont des Alliés, il est également possible de découvrir des vestiges d'hier. Ceux-ci, construits par Cormontaigne et remaniés plus tard par les Allemands, datent à l'origine du XVIIIe siècle. Si la nature a ici regagné ses droits et recouvert en partie la pierre de taille, l'histoire continue malgré tout de résonner à travers les âges. L'architecture de la ville de Thionville est donc un témoignage exceptionnel de l'histoire du territoire. Cette place forte, qui s'est développée au fur et à mesure des âges, a fini par devenir une ville moderne, dans laquelle chaque promenade s'apparente à un voyage où les époques se croisent et se mêlent, du XIe siècle à nos jours. Le 30 août 1871, j'ai vu pour la première fois Thionville, que mon père avait gouverné, défendu et sauvé en 1814 et 1815. Mon père avait laissé cette ville intacte, je l'ai trouvée en ruine. Il l'avait laissée libre, je l'ai trouvée prisonnière. Il l'avait laissée française, je l'ai trouvée prussienne. Et au nom de mon père, j'ai promis à Thionville dans un avenir prochain la vie, la liberté et la patrie. Voici ce qu'a noté Victor Hugo sur une photographie du beffroi en ruine lors de son passage dans cette ville en 1870. 1000 ans d'histoire se côtoient donc ici, à Thionville. D'une rue à l'autre, une simple balade historique suffit pour redécouvrir le Moyen-Âge luxembourgeois, la période espagnole du XVIe siècle ou encore les transformations de l'annexion allemande en passant par l'urbanisme du XVIIIe. Je vous remercie de m'avoir suivi et accompagné tout au long de cette balade historique et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Il fut un temps en Lorraine.